Du jour donc s'appelle Retour d'expérience d'une rénovation énergétique performante. Donc, ça va être un webinaire qui va se dérouler sous la forme d'un interview de Madame Bulto, qui nous fait le plaisir de se prêter à l'exercice aujourd'hui. Donc, bonjour Madame Bulto et puis bienvenue. Merci. Ouais. Bonjour à tous. Donc simplement, voilà, on va attendre encore une petite minute et puis on va pouvoir commencer. Avant de rentrer dans l'interview, je vais peut-être déjà commencer à vous représenter un petit peu qui est l'Alexki, quelles sont nos missions. Donc l'Alexki, c'est une ALEC, une agence locale de l'énergie et du climat. Comme il en existe une grosse quarantaine en France, toutes réunies sous la coupe de la Fédération Flamme. Donc l'objectif des ALEC, ça va être de promouvoir et d'accompagner la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique sur les territoires. Donc vous aurez deux principaux axes de travail pour les ALEC. Ça va être d'une part de pouvoir conseiller et accompagner aussi bien les collectivités que les particuliers, les collectivités et les entreprises. Voilà, d'un côté, puis de l'autre côté, ça va être plus des actions d'information et de sensibilisation à destination du grand public, des scolaires, également des professionnels au travers d'ateliers de montée en compétences. Voilà, donc dans ce cas-là, on va avoir différentes missions. Je vais maintenant vous détailler notamment le service public de la rénovation énergétique, le service vert. Sachez qu'on anime aussi le côté information et sensibilisation, des animations dans les forums entreprises, notamment aussi au travers des journées ou des semaines du développement durable dans les communes. On anime également des défis, notamment le défi zéro déchet et le défi énergie. Et puis également le concours La Maison Économe, sur lequel je reviendrai également dans quelques instants. Donc, ce que j'évoquais, l'ALEC, c'est une agence qui va porter uniquement des missions d'intérêt général. Et parmi elles, donc, on va avoir cette mission de service public, le service public vert pour la rénovation énergétique, au travers duquel on va proposer un accompagnement et des conseils à destination du grand public sur les aspects méthodologiques, techniques et financiers de leur projet, et ce de façon neutre, gratuite et indépendante. C'est toujours un peu la philosophie de l'ALEC de suivre ces trois grands axes, neutre, gratuit et indépendant. Et donc, pour revenir aussi sur le concours La Maison Économe, pourquoi ce concours? Déjà, c'est un concours qui a pour objectif de valoriser les projets des particuliers engagés dans une démarche d'économie d'énergie et également de réduction de leur impact environnemental et de celui de leur logement. C'est un concours qui va récompenser les constructions et les rénovations globales et performantes. C'est un concours qui va être co-organisé donc, sur toutes les Yvelines par l'Alexki pour le Sud Yvelines et par Énergie Solidaire, nos confrères sur le service vert pour le Nord Yvelines. Et donc, vous allez avoir un jury composé de collectivités, avec 50 ans en Yvelines pour le Sud Yvelines et Grand Paris Seine-Ouest pour le Nord Yvelines. Également pour tout ce qui va toucher aux aspects architecturaux et dans l'intégration dans l'environnement des projets. Ça va être le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et le CAUE des Yvelines qui vont être les référents. Pour les aspects plus techniques, on va avoir dans ce jury également les représentants de la Fédération des artisans du bâtiment, la CAPEB. Et puis pour tout ce qui va toucher la préservation du patrimoine et puis à la valorisation du bâti ancien, là ça va être Maison Paysanne de France qui vont être les référents. Et donc, c'est un jury qui va juger les différents projets sur notamment les aspects exemplarité des projets, donc utilisation de matériaux biosourcés, emploi d'énergie renouvelable, puis également de réplicabilité des projets. Donc, c'est un concours qui est ouvert à tous. Vous pouvez gagner un vélo électrique par catégorie. Vous avez deux catégories, une catégorie construction, une catégorie rénovation. Et puis, donc, vous avez un lauréat pour chacune de ces catégories pour le Nord-Yvelines et pour le Sud. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous connaissez des gens qui sont actuellement dans des travaux de rénovation, voilà, ça peut être l'occasion de partager leur expérience avec d'autres et puis d'essaimer ces bonnes graines que... Voilà. Bon, en tout cas, c'est un concours donc, pour lequel les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 septembre. Hop. Voilà.
Donc maintenant, on va pouvoir passer à cet entretien et puis à la présentation donc, du projet de Madame Bulto. Juste avant de rentrer dans le détail, hein, je voulais simplement rappeler un petit peu l'approche de ce qu'on appelle une rénovation énergétique globale. Voilà, c'est une approche qui est un petit peu codifiée dès qu'on ne va pas être dans le cadre d'un remplacement d'équipement. Si vous voulez pouvoir faire des économies d'énergie à long terme, l'approche qui va être poursuivie va plutôt consister en 3 volets: isoler, ventiler, puis seulement chauffer. Pourquoi donc? Quand vous allez isoler, en fait, vous allez permettre de réduire les besoins énergétiques du bâtiment, donc de faire des économies d'énergie par ce biais-là. Par contre, vous allez étanchéifier les parois de ce logement. Et donc, en étanchéifiant ces parois, vous allez limiter les entrées-sorties d'air non maîtrisées, hein, qui participent naturellement à la bonne aération du logement. Donc, il va falloir compenser ça par une ventilation mécanique. Et puis seulement après avoir traité ces 2 premiers points, vous allez pouvoir vous intéresser aux équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui permettent de les redimensionner à la baisse. Donc vous économisez déjà l'investissement. Et puis ensuite, vous pourrez faire des économies de flux à long terme par ce biais-là. Donc ça impactera vos factures à long terme. Ceci étant dit, donc on va pouvoir commencer avec l'interview. Je ne sais pas si vous vous sentez prête, Madame Bulto. Oui, bien sûr. Alors, donc voilà. Pour commencer, hein, comme j'évoquais, ce concours de la maison économe va avoir tendance à récompenser des rénovations globales. Donc, avant de rentrer dans le détail des interventions que vous avez déjà pu réaliser, considérez-vous la rénovation de votre maison achevée au moment où vous avez postulé au CM? Pas complètement, parce qu'il me reste encore un projet qui est la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc, ça serait la dernière étape pour de l'autoconsommation. Je suis encore dans la période de réflexion, je me pose beaucoup de questions sur la production que ça peut apporter, et puis après l'installation en elle-même. Je ne me sens pas de la faire seule, donc prévoir si je la fais faire ou si je me fais aider de quelques personnes. C'est le dernier projet que je vois pour la maison. D'accord, il faut effectivement qu'il reste un peu de surface disponible sur les toitures les mieux exposées, mais sachez qu'il existe hein, des projets, des installations clés en main aujourd'hui à des prix relativement intéressants par rapport à une dizaine d'années. Là, vous avez divisé les coûts par 2, donc c'est des choses tout à fait envisageables. Mais bon, on ne va pas forcément s'attarder là-dessus pour tout de suite. Pour tout ce qui va être des questions un peu plus précises, hein, et de votre part et de la part du public, on va pouvoir traiter ça en entretien au niveau de la LEC. On va dérouler un petit peu sur votre projet pour essayer de finir voilà, avec les questions du public avant 19h30. Donc voilà, ceci étant dit, je voulais savoir un petit peu également quelles étaient les motivations du coup qui vous ont poussé à entreprendre ces travaux depuis 2011. Hein. Donc, et notamment aussi, est-ce que depuis, j'ai cru comprendre que vous avez commencé à réaliser ces travaux juste après avoir emménagé dans cette maison. Est-ce que le fait d'avoir dû acquérir la maison d'abord vous a limité peut-être financièrement dans vos ambitions initiales et un peu expliquer pourquoi ces travaux ont été étalés dans le temps? Alors effectivement, les travaux ont démarré peu de temps après l'acquisition de la maison, 1 an après. Je fais remarquer que je n'ai pas du tout fait les choses dans le bon ordre, entre guillemets, par rapport à la planche que vous présentiez précédemment, où il faut d'abord isoler, ventiler, ensuite chauffer. C'est parti, entre guillemets, un peu dans tous les sens. Les travaux ont commencé par l'installation d'un chauffe-eau solaire. Donc la raison de la pose de ce chauffe-eau solaire, c'était d'abord écologique, en fait. On a du soleil, on a beau être dans le nord, entre guillemets, de la France, on n'est pas à Marseille, quoi. On a quand même du soleil, et là, avec le retour d'expérience, je m'aperçois que, en fait, on peut très bien chauffer son eau en région parisienne sans problème avec un chauffe-eau solaire. Alors, j'ai une toiture qui est relativement bien exposée, elle est plein sud, avec une pente optimum, 30 degrés. Donc, c'était l'occasion, quoi. Effectivement. Et ouais, dans le quartier où je suis, il y a des voisins aussi qui avaient déjà fait ce genre de travaux avant. On les avait un peu interrogés pour avoir aussi leur retour. Et eux, on était très satisfaits. Donc, c'était le premier chantier. D'accord, oui, c'est effectivement le solaire thermique en Île-de-France a souvent de très bons retours. Hein, donc,
je peux comprendre que vous ayez voulu prendre le pli. Mais donc, simplement, hein, par rapport aux travaux réalisés, vous aviez déjà envisagé les travaux d'isolation que vous avez réalisés par la suite en 2011 ou c'est des choses qui se sont décidées au fur et à mesure, au gré, je ne sais pas, des travaux que vous avez pu observer dans le quartier ou de l'occupation de logement, de problèmes de confort éventuellement rencontrés? Alors non, ça s'est décidé vraiment au fur et à mesure. Donc il y a eu d'abord le saisie. Ensuite, les combles, elles étaient comment dire, utilisables entre deux saisons, c'est-à-dire en printemps et à l'automne. L'été, c'était un four, l'hiver, ne les chauffant pas et pouvant les fermer, c'était une pièce qui était très froide, pas très agréable à vivre, on va dire. Et puis après, en interrogeant des proches, surtout qui avaient isolé leur toiture, là, je me suis dit, ouais, il faut que je le fasse parce que c'était un peu pénible d'avoir une pièce qu'on ne peut pas utiliser toute l'année. Et puis, il y a des moyens d'isolation qui sont assez performants. J'avais une idée en tête, c'était utiliser de la fibre de bois. J'étais peut-être un peu buté là-dessus, mais bon. Je suis partie à la LEC avec mon idée, histoire de confronter un peu mon opinion avec celle d'un conseiller, voir ce qui était possible aussi de faire, ce qu'il proposait, etc. Par rapport à l'épaisseur que j'avais aussi d'isolation, enfin, entre les tuiles et le placo. C'est quand même quelques contraintes techniques. Et puis, après, je suis partie sur ces travaux-là d'isolation en 2019. Ouais. Ils ont été faits en 2019, les démarches ont été démarrées en 2018, donc ça, je le donne après. Sur la fibre de bois, l'épaisseur la plus importante possible, tout en restant debout dans la pièce. Tous les remparts ont été isolés de cette façon-là. Donc avec 24 cm de fibre de bois. C'est sans regret aussi. Là, la pièce est utilisable toute l'année. Enfin, il y a un gros coefficient de déphasage avec ce type de matériau qu'on ne prend pas en compte, en fait, quand on fait... Enfin, on ne prend pas tout le temps en compte, je trouve, et c'est dommage. Donc là, sur 24 cm de fibre de bois, j'ai un coefficient de déphasage de l'ordre de 8 heures. Ça veut dire que la chaleur, l'été, elle va mettre 8 heures à traverser l'isolant. Ce qui est quand même assez intéressant. Ça veut dire que quand il fait très chaud, la canicule dehors, je commence à avoir chaud dans ma pièce au milieu d'après-midi. J'allais simplement vous demander de préciser effectivement ce qu'était le déphasage, mais donc voilà, c'est un petit peu ce que vous venez de décrire, hein, pour faire très schématique, même si bon, il y a différentes notions thermiques qui se cachent derrière cet effet, mais c'est un petit peu l'effet que vous ressentez dans une église quand vous rentrez. Voilà, les gros murs en pierre font que vous vous sentez au frais en rentrant dans le bâtiment. C'est un petit peu ce genre d'effet qu'on cherche à obtenir en ayant des temps de déphasage thermique importants sur ces bâtiments. Peut-être avant de rentrer dans le détail technique, hein, je voulais rester un petit peu d'abord dans un premier temps sur la démarche que vous avez entreprise. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu combien d'intervenants professionnels ont été amenés à intervenir sur votre projet depuis son commencement en 2015? Alors, sur la globalité de la rénovation, il y a eu un intervenant pour le saisie, un autre pour l'isolation de la toiture. Ensuite, il y a eu le changement de la cheminée, le remplacement de la cheminée feuille verte par un poêle. C'est le troisième intervenant. D'accord. Changement des fenêtres, quatrième. Et puis après, c'est moi qui ai fait certains travaux d'isolation. Donc, 4 intervenants professionnels. D'accord. Et donc, vous n'avez pas du tout sollicité de prestations de diagnostic ou d'audit énergétique, soit avant travaux pour un petit peu voilà, définir le projet, soit après travaux pour évaluer les performances atteintes? Alors, quand je suis allée à la LEC, on m'a parlé d'aides financières qui ne sont pas négligeables. Donc, j'entrais dans les cases. Donc, suite à ça, j'ai été en relation avec une personne de la LEC qui est venue faire un diagnostic de la maison. Avant d'entamer les travaux et les démarches par rapport au financement des travaux avec l'aide de l'ANA. C'est à ce moment-là que j'ai eu un diagnostic précis, on va dire. Après, c'était que du ressenti. Quand on a une cheminée à foyer ouvert comme ce que j'avais, on sent bien que l'hiver, ça laisse passer quand même de l'air frais. Effectivement, c'est des renouvellements d'air assez importants. Et bon, je le précise hein, simplement pour nos auditeurs. Hein, donc toutes les prestations de la LEC, je rappelle, sont neutres, gratuites et indépendantes, y compris ce diagnostic énergétique. Voilà. Donc pareil, hein, je vois que vous ne les avez pas évoqués, mais comment avez-vous pu évoquer, plutôt ressentir la coordination du chantier à chaque étape, hein, vous avez jugé qu'il n'était pas nécessaire de vous entourer ni d'un maître d'ouvrage, ni d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières au niveau de la coordination du projet, que ce soit pour les démarches d'urbanisme, pour la sollicitation des aides?
Non, alors la sollicitation des aides, on est vraiment très soutenu. J'ai trouvé ça vraiment superbe de la part de l'ANA. Il y a vraiment une grosse prise en main. J'étais très impressionnée par ça, très positivement impressionnée. C'était Solia à l'époque? Pardon? C'était Solia qui vous a accompagné à Oui, oui, l'époque oui, aussi? Solia, ouais, exact. Voilà, donc tout simplement pour préciser également, hein, aujourd'hui, sur le sud Yvelines, ça va plutôt être Citémétrie qui gère cette mission. Voilà, mais la mission n'a pas changé, hein, un accompagnement de. Et sinon, aucune difficulté particulière une fois que les artisans sont trouvés. Par contre, pour isoler avec de la fibre de bois, là, ça a été un peu plus difficile de trouver les artisans qui isolaient avec ce matériau. D'accord, ah oui, effectivement, on entend souvent parler de difficultés à trouver des artisans qui vont être en mesure de poser un petit peu tout ce qui est matériaux écologiques, hein. Pourtant, c'est des matériaux qu'on trouve assez facilement chez les fournisseurs. Vous y êtes pris par quel biais pour trouver une entreprise qui pouvait proposer ces matériaux? La plateforme Repère Habitat. D'accord. Oui, ça fait qu'on ne l'a pas présenté en début de présentation. Donc, au niveau de la LEC, on porte au travers de cette plateforme un annuaire d'entreprise restreint par rapport à l'annuaire national qu'on met à disposition du grand public. Vous avez toutes les entreprises RGE, reconnues garantes de l'environnement, c'est-à-dire les entreprises qui vont pouvoir faire des travaux éligibles aux aides. Au niveau de la LEC, on va proposer un annuaire d'entreprises RGE un peu plus restreint et qui ont des relations directes. Donc, ces entreprises, vous en avez qui travaillent aisément avec ces matériaux. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Sinon, j'avais une question qui peut paraître un peu indiscrète, hein, mais qui, à mon avis, va intéresser nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu combien vous avez investi dans votre projet de rénovation depuis Alors, au total, en dehors des aides, ça doit tourner autour de 35 kilos euros. 35 000 euros. Ouais. Et vous pouvez nous détailler un petit peu pour chaque intervention les montants? Ouais. Alors pour le chauffe-eau solaire, alors je vous donne les chiffres comme arrondi, hein, c'est autour Oui. de 6 kilos euros. Sachant que les panneaux sont intégrés à la toiture, c'est pas de la surimposition. Donc une partie du toit qui a été détuilée pour poser vraiment les panneaux solaires. Le poêle, c'était 5 kilos euros. L'isolation des rampants, il y en a pour 60 mètres carrés environ. Il y en avait pour 10 KE. D'accord, ouais. La pose des fenêtres de toit, j'en ai 3 avec pose des volets de toit, 7 KE. Changement des fenêtres de la maison, 7 KE. Et après, la salle de bain où j'ai réisolé tout un mur, là, c'est moi qui l'ai fait. Et c'était plutôt 100 euros. J'avais juste l'isolant après la main d'œuvre, c'était moi. Donc, un peu moins cher. Effectivement. Bon, il n'y a pas d'aide quand on fait les travaux par soi-même, mais c'est sûr que sur les travaux, hein, la main-d'œuvre représente souvent une partie assez importante des coûts. L'autoréhabilitation est tout à fait possible. Il existe même des associations qui sont spécialisées dans l'autoréhabilitation accompagnée, hein, comme les compagnons bâtisseurs, par exemple, qui sont présents sur les Yvelines du côté de Trappes, qui font du prêt d'outils, de l'accompagnement, etc. Voilà, c'est des choses tout à fait envisageables. Vous avez également de la documentation en ligne, hein, notamment vous avez les calepins de chantier du programme Pacte qui peuvent être très pertinents quand vous voulez vous lancer dans des travaux en autoréhabilitation. Voilà, ça vous liste sous forme de schéma un petit peu les règles de l'art des travaux d'isolation notamment. Si vous voulez vous lancer sur des travaux par vous-même, c'est tout à fait possible. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce que vous ont coûté, du coup, ces différents travaux, hein, je voulais savoir si vous avez systématiquement mis en concurrence plusieurs entreprises pour chaque travaux envisagé, et si oui, si vous avez également systématiquement opté pour les devis les moins chers. Alors, pas forcément, non. Pour le saisie, c'était lors du forum, il existe, je ne sais pas s'il existe toujours, un forum en vallée de Chevreuse, l'éco-habitat. Donc là, j'avais rencontré plusieurs artisans et c'est là où j'ai fait mon choix, en fait, lors du forum. Enfin, j'avais demandé plusieurs devis, mais bon, la sélection s'est faite avec les devis sur celui qui me semblait le plus à même techniquement. C'est l'aspect technique que j'ai privilégié. Hein. Sur le poêle, non, j'ai demandé 2 devis. C'est pareil, je me suis orientée vers là où il y a le meilleur feeling en fait avec l'artisan aussi. Des fois, on a un ressenti qui peut venir avec un ou l'autre. Sur l'isolation, j'ai eu qu'un devis. C'est là où ça a été dur de trouver des artisans. J'en avais 2 et un qui n'a pas pu venir pour faire un devis, donc j'en avais plus qu'un en liste. D'accord, vous avez et il a tenté très la bien mise travaillé. en. Par ailleurs, j'étais très contente de son travail.
D'accord, ouais, on peut effectivement avoir des bonnes surprises. Nous, au niveau de la LEC, on va toujours avoir tendance à effectivement recommander de mettre en concurrence différentes entreprises. On recommande en général deux ou trois devis par travaux envisagés, voilà, afin de pouvoir aussi comparer techniquement ce qui va vous être proposé. Mais comme vous avez évoqué, il y a toujours plein d'autres aspects au-delà de la pure technique qui vont entrer en compte. Donc, certains vont regarder les prix, mais le relationnel avec les artisans est souvent très important pour avoir un bon suivi du chantier, pour voilà, ne pas ne pas se sentir pris au piège. Parfois, quand on a des hésitations, on peut hésiter à poser des questions. Donc, c'est intéressant que vous l'évoquiez, effectivement. Et puis pour les fenêtres, c'était du bouche à oreille, une entreprise locale qui est assez reconnue dans le coin, il me semble. C'est pareil, j'ai fait faire qu'un devis et j'ai pris une bonne réputation. J'ai pas été déçu non plus. D'accord, effectivement. Le bouche à oreille, pareil, c'est souvent le premier moyen de démarchage des artisans. Ça va être la bonne réputation au travers des travaux réalisés. Donc, c'est souvent aussi un moyen assez pertinent d'identifier une entreprise. Après, il faut quand même toujours, si vous voulez faire des travaux si vous voulez faire des travaux qui, une fois réalisés, vont être éligibles aux aides, il va toujours falloir quand même sélectionner des artisans qui disposent de ce label RGE, la reconnue garant de l'environnement. Là où vous pouvez en retrouver la liste exhaustive sur faire.gouv.fr. Et puis également sur ce site, vous avez toujours la possibilité, en entrant le numéro de SIRET d'une entreprise, d'aller voir si les certificats RGE de cette entreprise sont bien à jour ou s'ils sont simplement existants. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur faire, comme le verbe.gouv.fr. Bon, alors je pense que sur cette partie démarche, on va un peu avoir fait le tour. Je vais re-rentrer maintenant un petit peu plus poste par poste sur les différents travaux envisagés. Voilà, donc on va commencer chronologiquement, comme vous disiez, le CESI, le chauffe-eau solaire individuel pour les profanes. Donc, c'est une installation qui est composée de plusieurs éléments. Donc, ça va être d'une part des panneaux solaires thermiques, en l'occurrence sur les toitures. Donc, pas deux types de poses, soit en intégration, soit en surélévation. Actuellement, on voit beaucoup de poses en surélévation qui limitent souvent les risques d'infiltration, ce genre de choses, quand vous avez des poses qui sont un peu approximatives. Je ne sais pas si vous, à l'époque, Madame Bulto, vous avez été contrainte de réaliser cette installation en complète intégration? Non, c'est un arrangement avec l'installateur. Il n'y a pas de contrainte particulière. Le voisin, lui, c'est en surimposition. Ça contraste un peu, mais il n'y a rien de choquant. Il n'y a pas eu de contrainte particulière de la part de la mairie ou autre part. D'accord. Donc, je peux vous poser la question, puisque autour des années 2010, notamment sur le photovoltaïque, donc d'autres types de panneaux solaires qui, eux, produisent de l'électricité plutôt que de la chaleur. Mais vous aviez, au niveau des autorisations d'urbanisme, beaucoup de contraintes, et notamment, on vous poussait à intégrer tant que faire se peut les panneaux, même si ça nuisait à leur rendement. Donc, c'est des doctrines sur lesquelles on est un peu revenu depuis. Aujourd'hui, c'est toléré beaucoup plus facilement d'avoir des panneaux en surimposition. Voilà, les deux se valent techniquement. Bon, puis pour revenir du coup sur les différents éléments qui composent un chauffe-eau solaire, vous aviez les panneaux, puis vous avez un ballon tampon qui va du coup capter la chaleur solaire pour chauffer de l'eau. Donc là, en l'occurrence, maintenant, vous avez choisi un ballon de 300 litres. Et puis ensuite, vous avez pour l'utilisation du coup de cette eau chaude besoin parfois de faire quelques petits arrangements. Donc là, voilà, à droite de l'écran, vous pouvez voir un mitigeur qui permet d'amener cette eau chaude directement au lave-linge pour éviter de réchauffer l'eau dans le lave-linge directement au travers d'une résistance électrique. Je ne sais pas si vous avez dû faire ce type d'installation également sur un lave-vaisselle ou sur Ouais. d'autres équipements. Puis si vous avez dû également remplacer les équipements pour pouvoir remplacer votre lave-linge, remplacer votre lave-vaisselle pour pouvoir utiliser cette eau chaude, si le mitigeur suffisait. Ouais, on a fait la même chose sur le lave-vaisselle, qui est branché directement sur l'eau chaude en fait. D'accord. Et donc, pas besoin du tout de remplacer les équipements. Non, le mitigeur fait bien l'affaire. Là, on peut choisir la température dessus. Et puis, après, c'était plus sorti du ballon, mais ça, c'était prévu lors de l'installation. On a demandé à l'installateur de faire une sortie d'eau chaude exprès pour le lave-linge. Et c'est on a besoin de régler la température, pour les utilisations en tout cas.
que le lave-vaisselle. Effectivement. Ça fonctionne très bien comme ça. Et votre ballon d'eau chaude est situé dans un espace chauffé ou non chauffé? Non, enfin non, qui n'est pas chauffé, qui est isolé, mais pas chauffé. Donc, Voilà, il y a quand même des pertes. Il a beau avoir sa petite housse jaune, là, comme on voit, oui. il y a quand même des pertes de chaleur du ballon. D'accord. Bon, on voit qu'effectivement, tout le ballon était calorifugé, hein, avec sa housse jaune, avec sur les tuyaux également des gaines isolantes. Oui. Donc, ça, en général, dès qu'on va être hors de l'espace chauffé, c'est des choses qui permettent de limiter les déperditions. Dans l'espace chauffé, il n'est pas très dommageable d'avoir des déperditions parce que ça va participer au chauffage du logement. Voilà. C'est une installation qui a été très bien pensée. Puis donc, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais pour ce chauffe-eau solaire, vous n'avez eu que des considérations écologiques ou vous avez également quand même regardé un petit peu les temps de retour sur investissement annoncer un petit peu des temps précis pour cette installation de France? Les retours sur investissement, ils sont, je les ai vaguement calculés il n'y a pas très longtemps en fait, mais ils sont assez longs. De quel ordre? Plutôt entre 5 et 10 ans, 10 et 15, 15 et 20? C'était plutôt après 15 ans en fait. D'accord. Assez long. Ce qu'on a fait aussi en fait, c'est que alors, le ballon, il a une résistance, enfin tous les ballons dans ces cas-là ont une résistance électrique pour faire le complément de chaleur s'il y a besoin. Ce qui avait été demandé à l'installateur aussi, c'était dans le choix de passer par le gaz. J'ai une chaudière à gaz, donc soit passer par le gaz, soit passer par cette résistance. Selon, en fait, l'idée c'était de jongler entre le coût du gaz ou de l'électricité, basculer sur l'un ou l'autre, ce qui était le moins cher. Effectivement. La résistance a très peu servi jusqu'à présent. Ça basculait plutôt sur le gaz, mais le retour sur investissement est assez long. En fait. Je vais peut-être faire une petite précision aussi sur les coûts de l'énergie là pour nos auditeurs. Hein. Donc, typiquement, l'électricité, vous êtes aux alentours de 17 centimes du kilowattheure, quand pour le gaz, vous êtes plutôt aux alentours de 8 centimes du kilowattheure. Le solaire, vous êtes à 0. Voilà, donc simplement un peu pour vous donner des ordres de grandeur. Quoi, voilà. Pardon, Madame Bulte, je vous laisse continuer. Ouais, Ou c'était tout sur cette question? Ouais. D'accord, pas de souci. Très bien, alors on va passer peut-être à l'équipement suivant. Donc là, c'était sur les installations d'eau chaude sanitaire. Effectivement, comme vous l'avez évoqué, il y a toujours la question de l'appoint quand vous allez utiliser le solaire comme énergie principale de chauffe. Il va toujours falloir avoir un appoint, au même titre que quand vous chauffez votre maison avec une pompe à chaleur, il va toujours falloir avoir un appoint également. Donc là, voilà, pour cette installation, ça a été un double appoint qui a été choisi, soit gaz, soit électrique. Alors là, on va maintenant s'intéresser à la partie chauffage avec, en 2018, l'installation de votre poêle à bûche, en remplacement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'une cheminée à foyer ouvert. Donc là également, c'est des équipements qui sont considérés comme des appoints, un chauffage central au travers de votre chaudière gaz. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour commencer pourquoi vous avez choisi un poêle au bois bûche plutôt qu'un poêle à granulés qui, je rappelle, permet un approvisionnement automatique en avec un petit peu moins de manutention? Alors, le poêle à granulés, il y avait deux problématiques pour moi. Le stockage des granules, j'ai pas une place infinie. Enfin, les granules, les graines d'humidité, donc je ne vais pas les stocker dehors. Et à l'intérieur, j'ai pas une place énorme. Donc ça, c'était un des éléments. Et un autre, chez une connaissance qui avait installé un poêle à granules, on entendait quand même une espèce de ronronnement permanent de l'apport des granules. Ça, plus l'électronique qui est dedans. Électronique, ça peut tomber en panne. J'ai pas envie que ça tombe en panne. Le poêle à bûche, il n'y a pas d'électronique, il fonctionnera. C'est pour ça que je me suis orientée sur de la bûche, qui est plus facile à stocker aussi en extérieur. Effectivement, ça paraît complètement cohérent. Puis en plus, qui dit électronique dit consommation électrique induite. Donc voilà, c'est aussi des équipements qui sont un petit peu plus économes. Alors, je vois que vous avez évoqué ne pas avoir voulu faire le choix de l'électronique. Est-ce que vous avez quand même intégré ou modernisé la régulation du chauffage chez vous à l'occasion de l'installation de ce poêle à bois? Et au passage, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu à quelle température vous chauffez les pièces de vie, les chambres? Voilà, chez vous, est-ce que vous avez plusieurs températures de consigne? Alors, depuis qu'il y a le poêle, j'ai effectivement changé un peu ma façon de chauffer.
Au rez-de-chaussée, il y a la pièce de vie, cuisine, séjour, les chambres sont à l'étage. Quand j'allume le poêle, quand je suis à la maison, je coupe complètement le chauffage. Il n'y a plus de gaz. J'arrive à chauffer complètement avec le poêle, sachant qu'à l'étage, les chambres, je n'ai pas pour habitude de les chauffer, elles sont uniquement tempérées. Et après, je chauffe, alors avec le poêle, habituellement, je chauffe entre 18 et 19. Et avec le poêle, ça monte, je monte un peu plus, là, je suis à 20, 21 au rez-de-chaussée. Et après, je chauffe, enfin, le haut est tempéré, il ne fait pas froid. Hein. Il est à 17 à l'étage et les combles, elles sont aussi tempérées. On est plus à 15 en tout cas. Et ça me suffit. Ouais, effectivement, si vous pouvez tout chauffer en utilisant le poêle, ça fait de belles économies. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais un coût du kilowattheure d'environ 8 centimes pour le gaz là, en février dernier. Pour le bois bûche, vous êtes entre 4 et 5 centimes du kilowattheure. Donc, c'est vraiment l'un des modes de chauffage les plus économiques. Là, vous n'avez même pas besoin d'installer un réseau de distribution hydraulique de la chaleur dans la maison. C'est vraiment une belle opération. Non, ça tourne tout seul, c'est suffisant. Et si vous choisissez bien votre poêle, vous arrivez à cuisiner dessus. Après, je ne suis pas hyper bien organisée pour ça, mais ça se fait aussi. Faire réchauffer quelque chose, etc., ça évite d'utiliser l'électricité ou le gaz, selon ce que vous avez pour la cuisine. Mais ça se fait très bien. Et puis, ça fait le bonheur des enfants pour chauffer sécher les fruits, hein, comme les pommes, ce genre de choses. C'est des choses qui font toujours plaisir d'avoir à la maison. Puis du coup, je voulais quand même savoir, c'est ce que j'ai quand même mis sur les photos, hein, au-delà de l'installation du poêle en lui-même, est-ce que vous aviez d'autres travaux induits par cette opération, au-delà de l'équipement en lui-même? Non, il n'y a pas eu d'autres travaux autour du poêle, enfin, parce que j'ai récupéré le conduit existant. D'accord. Donc c'était un conduit qui était déjà tubé? Ouais, oui, mais par contre, il y a un tube qui a été, enfin, on voit sur la photo en haut au milieu, là, qui a été réajouté, introduit dans un conduit qui est déjà isolé. C'était juste une question d'adaptation par rapport au diamètre de sortie des fumées du poêle. D'accord. Le tuyau tubé était assez important et pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique, il est resté sur le diamètre de sortie du poêle. D'accord. Donc voilà, je précise aussi pour nos auditeurs l'intérêt de tuber les conduits d'évacuation des fumées, c'est que ça va vous permettre de limiter le renouvellement de l'air dans votre maison par ce biais. Quand vous chauffez votre maison, vous chargez l'air en calories. Plus vous avez un renouvellement de l'air important, plus vous évacuez les calories, donc vous avez des consommations de chauffage importantes. En tubant, vous réduisez le renouvellement de l'air, donc les besoins en calories. Alors simplement en termes de travaux induits, j'avais en tête quand même, je voyais sur la première photo qu'on voit du placo-plâtre rouge, oui. ignifugé. C'est des opérations qui sont souvent quand même induites avec l'installation d'un poêle. Voilà. C'est des choses que je voulais simplement rappeler. Hein. Vous avez différentes couleurs pour les placo-plâtres. Dès que vous avez besoin d'équipement, dès que vous êtes à proximité de l'équipement qui vont chauffer, on va plutôt partir sur ces plaques ignifugées. Voilà pour cette installation. Je ne sais pas si vous avez également des précisions par rapport à l'ancienne cheminée à foyer ouvert que vous aviez. Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai gardé les poutres et puis le reste, c'est parti à la déchetterie, hélas. D'accord. Et vous avez fait tomber l'ancien conduit de cheminée complètement? Vous l'avez clôturé? Vous l'avez tubé? Non, l'ancien conduit, c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on a là. Il y avait une espèce de hâte, un avaloir, je crois que ça s'appelle comme ça, un avaloir, ce qui est au-dessus de la cheminée, et ça partait tout de suite sur le gros diamètre du conduit tubé. D'accord, simplement. Ok, vous avez réutilisé le même emplacement pour… Tout à fait, oui. C'était très bien fait. On ne voit même pas sur le carrelage de raccord avec d'autres éléments. C'est une cheminée qui avait été installée après la construction de la maison. D'accord. C'était déjà Ouais. Okay. Et puis aussi, peut-être dernière question sur ce poêle, là plus par rapport à la sélection de l'équipement. J'ai indiqué une classe A+. Est-ce que c'est un équipement qui est labellisé flamme verte ou autre? Oui. Alors, c'est un équipement aussi qui est étanche. Voilà. On le voit sur la photo à droite, il y a l'air qui est amené au foyer qui arrive de l'extérieur. Ce n'est pas l'air pris de la pièce, ce qui peut introduire des fois, si vous avez une VMC, des grilles à vos fenêtres, ça fait rentrer un peu plus d'air froid éventuellement et pour chauffer la pièce qui est un peu ballot.
C'est pour ça que j'ai choisi l'option étanche, où surtout que le trou était déjà fait, de récupérer l'air extérieur pour Effectivement. alimenter le foyer. Ça, c'est des opérations, là pour le coup, tout à l'heure on évoquait isoler, ventiler, puis s'attaquer aux équipements de chauffage. Il va quand même souvent y avoir un intérêt à coordonner ces opérations quand vous ne disposez pas déjà de cette entrée d'air, par exemple, puisque vous allez devoir percer au travers du mur. Mieux vaut le faire en même temps que vous isolez plutôt qu'après coup percer votre isolation toute neuve et dégrader un petit peu ses performances thermiques. Voilà pour le poêle. Alors maintenant, on va pouvoir s'intéresser un petit peu aux différents travaux d'isolation qui ont pu être réalisés depuis 2018-2019. Donc, vous évoquiez tout à l'heure, hein, vous avez commencé tout d'abord par remplacer les ouvrants. Vous avez remplacé donc différents ouvrants, des portes-fenêtres, des fenêtres de toit, des fenêtres tout court également. Oui, alors les portes-fenêtres, ça a été fait sur un lot de travaux, entre guillemets. Les fenêtres de toit, ça a été fait en même temps que l'isolation. D'accord. Vous avez coordonné ces postes-là. Donc avant, j'avais des fenêtres, porte-fenêtres avec des montants en bois, pour certaines qui n'avaient pas été entretenues pendant une quinzaine d'années. Il y en a certaines qui commençaient à se dégrader sérieusement. Donc là, c'était l'occasion aussi de changer complètement. Je suis passée sur du PVC, sauf la porte-fenêtre qu'on voit qui en a lu parce qu'elle était trop grande pour du PVC. Un double vitrage qui est... Alors j'avais déjà du double vitrage, mais le double vitrage que j'ai actuellement est plus important, plus épais. C'est du 4-24, c'est ça? Oui. Donc 20 mm d'interstice entre deux feuilles de verre de 4 mm pour les plus profanes d'entre nous. Et je pense que les fenêtres là, sont beaucoup plus performantes que les anciennes. Vous n'avez plus de sensation de paroi froide ou autre hein, quand vous passez. Non, et ce qui est assez impressionnant l'hiver, c'est d'avoir une main à l'intérieur, extérieur. L'extérieur est franchement froid, l'intérieur est chaud. C'est. Les technologies Warp. Comme expérience, on a l'impression qu'il y a de l'air qui. Enfin, la chaleur qui pourrait passer à l'extérieur, il y en a peut-être un peu, mais elles sont quand même relativement bien isolées. Effectivement, hein, pour vous préciser, sur ces 20 dernières années, le plus gros saut technologique dans le bâtiment, c'est sur ces fenêtres. Hein, si vous voulez, avec toutes les technologies qu'on appelle les vitrages à basse émissivité, vous êtes passé d'un paradigme où vous aviez plus de déperdition à l'endroit des vitrages que des cadres de fenêtres, à aujourd'hui plus de déperdition à l'endroit des cadres qu'à l'endroit des vitrages. Voilà, là, vous bénéficiez, j'ai un peu consulter les factures hein, des équipements installés, vous bénéficiez de ce qui se fait de mieux actuellement en termes de double vitrage isolant. On peut toujours aller plus loin dans l'isolation, avoir des triples vitrages et autres. Voilà. Après, vous avez des surcoûts induits qui ne se justifient pas forcément. Le triple vitrage va être très important quand vous vous intéressez aux questions acoustiques. Le double vitrage est souvent bien suffisant d'un point de vue thermique en rénovation. Alors simplement, juste, vous avez évoqué des fenêtres dégradées. Alors déjà, je voulais savoir si c'était en remplacement de fenêtres en simple vitrage ou en double vitrage que vous avez installé. C'est en double déjà, d'accord. Double vitrage, oui. Et au niveau des dégradations, donc c'était plutôt des fenêtres bois qui ondulaient, donc qui laissaient rentrer un courant d'air. C'était plutôt de l'humidité qui avait fini par faire moisir les cadres de fenêtres. C'était quel type de dégradation que vous aviez constaté? C'était du bois pas entretenu, donc de l'extérieur, un côté qui se prenait beaucoup la pluie, enfin qui est exposé à la pluie dès qu'il pleut, et le bois qui tombait pas encore en miettes, mais qui commençait franchement à se fissurer. D'accord, bien décapé. Pas encore des courants d'air, mais bon. D'accord, donc vous avez anticipé. C'est ça. D'accord. La dégradation. Et simplement aussi pour préciser pour nos auditeurs, en termes de performance des différents équipements, les fenêtres qui vont avoir les cadres naturellement les plus déperditifs, c'est plutôt les fenêtres alu, même si voilà, il existe aujourd'hui des façons de travailler les profilés en isolant à l'intérieur des profilés qui forment les cadres de fenêtres pour limiter les déperditions à cet endroit. Un peu moins déperditif, vous avez le bois, et puis encore un peu moins déperditif, du coup, vous avez le PVC hein, qui voilà, va être souvent ce qui est mis en avant en rénovation. Alors, je ne sais pas si vous aviez peut-être d'autres précisions sur les choix techniques que vous avez eu à faire au niveau de l'installation de ces fenêtres. Hein. J'ai précisé notamment qu'il y avait des entrées d'air hygroréglables sur ces fenêtres.
Est-ce que Oui. vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi? Donc cette entrée d'air, c'est par rapport à la VMC. J'ai une VMC simple flux micro B. Donc l'air est aspiré dans les pièces d'eau, il y a la cuisine, WC, salle de bain. Et l'entrée d'air se fait au travers des grilles, comme on voit sur la photo de gauche. Est-ce que vous pouvez nous préciser simplement qu'est-ce qui va différencier une VMC hydro-réglable d'une VMC simple flux autoréglable classique, disons? Alors, la VMC hydro B, l'aspiration d'air va varier selon le taux d'humidité dans la pièce. Et du coup, l'air qui va rentrer va varier lui aussi. La VMC va aspirer plus ou moins d'air selon l'humidité des pièces. En fait. Donc, on fait rentrer plus ou moins d'air froid pour l'hiver pour aérer. Donc vous limitez en fait pas mal le renouvellement de l'air par ce biais-là, ce qui permet de faire des économies d'énergie comme on l'évoquait tout à l'heure. Vous n'avez jamais, avec l'installation du poêle, ressenti le besoin d'ouvrir les fenêtres pour aérer d'une pièce qui ne serait pas suffisamment ventilée? Non. Très bien. Et le poêle est suffisamment bien dimensionné pour ne pas surchauffer non plus et devoir ouvrir parce qu'il fait trop chaud. Quoi. Effectivement, ouais. On perd le bénéfice d'avoir une maison bien isolée si on se retrouve à ouvrir les fenêtres pour pouvoir la ventiler. Alors, bon, je pense que sur ces fenêtres, on a sûrement dit le gros. On va peut-être passer du coup à ce que vous évoquiez, que vous avez pu coordonner avec l'installation des fenêtres de toit, l'isolation des rampants de toiture, donc réalisé en 2019 également. Est-ce que vous pouvez nous préciser donc, ce qui vous a amené à remplacer le complexe isolant d'origine qui était donc composé pour partie de laine de verre et pour partie d'isolant mince réfléchissant, donc des isolants multicouches encapsulés entre deux feuilles qui ressemblent à des couvertures de survie, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi de passer à la laine de bois? Alors, j'ai un proche qui avait isolé ses rampants avec de la fibre de bois, la laine de bois, sur 30 cm d'épaisseur. Il me disait, le chauffage, j'en ai pas mis. J'ai même pas installé de radiateur dans les pièces isolées comme ça, il n'y a pas besoin. Fantastique. Je fais la même chose. Par contre, pour avoir une certaine isolation, il faut aussi une certaine épaisseur. Donc ça, c'était le premier point technique un peu dur, dans le sens où quand dans les combes, on est déjà sous les toits, il n'y avait pas beaucoup de hauteur, donc ça allait rabaisser un petit peu le plafond. Bon, on tient quand même encore debout, hein, on n'est pas quatre pattes non plus. Donc il y a ce choix-là. Et puis le coefficient de déphasage dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus important en fait avec de la fibre de bois qu'avec de la laine de verre classique, par exemple. Pour la même épaisseur, là j'ai 8 heures environ de coefficient de déphasage. Sur la laine de verre, c'est 4 heures. D'accord, oui. Donc ça isole peut-être l'hiver, mais l'été, il fait chaud. Et là, avec ce type d'isolant, on isole pour l'hiver pour garder la chaleur, mais l'été aussi pour se préserver de la chaleur. Si on arrive à aérer la nuit, ventiler, à faire baisser la température de la pièce la nuit, on garde la fraîcheur une bonne partie de la journée, ce qui n'est pas négligeable. Effectivement, là, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure à travers du déphasage, c'est des notions qui sont bien connues dans les constructions traditionnelles, garder les logements frais aussi en hiver. D'un point de vue réchauffement climatique, etc., ça évite les consommations énergétiques liées à la climatisation des combles aménagés. Donc, ça, c'est quand même souvent quelque chose d'assez recommandé. Alors, comme vous évoquez quand même, ça fait des certaines épaisseurs qui peuvent, du coup, réduire un petit peu les hauteurs sous plafond, réduire aussi, du coup, les surfaces déclarées au moment éventuellement de revente, si vous descendez en dessous des hauteurs réglementaires loi Carrez. Pourquoi avoir fait le choix d'isoler par l'intérieur plutôt que par l'extérieur? Eh bien, parce qu'il fallait rabaisser un peu le plafond. Donc, sinon, après, c'était surélever la toiture. Et là, c'était autrement plus compliqué. Ça, c'était une première cause. La deuxième, c'est que j'avais déjà posé... Enfin, il y avait déjà des panneaux thermiques sur le toit. Oui. Donc, tout surélevé, c'est encore un chantier compliqué. Donc, le plus simple était quand même de passer par l'intérieur, tout casser par l'intérieur. Et puis, rabaisser un peu, du coup, les plafonds des pièces avec des rampants. D'accord. Autre point aussi, la fibre de bois, c'est issu du bois, c'est renouvelable. Je pense que ça se recycle assez bien aussi par rapport à la laine de verre.
effectivement. Donc l'impact aussi écologique a basculé aussi, a rapporté aussi un peu dans la balance. Effectivement, alors ça, c'est des choses qui sont assez bien documentées, notamment par nos collègues autrichiens. Vous avez les bases de données du Bauhaus qui précisent justement un petit peu l'empreinte carbone des différents types d'isolants. Effectivement, il y a peu de comparaison possible entre une laine de verre et ce type d'isolant d'un point de vue empreinte carbone. Moi, donc après, j'avais des questions un petit peu sur les difficultés éventuelles à trouver ce type de matériau. Est-ce que vous avez connu des difficultés à trouver un certain niveau de compacité pour ces matériaux? Une fois que vous avez trouvé un artisan qui était capable de travailler avec ces matériaux, vous avez pu choisir les densités de panneaux d'isolant qui convenaient mieux pour ces Alors, travaux. les densités tournent autour, enfin pour ce genre de matériaux, autour de 50 kg par mètre cube. D'accord. Pour un ordre d'idée. Donc en termes de charge sur les structures, c'est pas des choses qui ont nécessité, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, vous n'avez pas eu besoin de l'intervention d'un architecte, mais en termes de résistance des structures, vous n'avez pas eu d'analyse particulière à faire réaliser pour réaliser Non, après sur la toiture, elle est tenue aussi avec des IPN à les poutres en métal. D'accord. Technique IPN. Donc ça permet d'avoir une certaine solidité de la toiture aussi. Et de la structure générale. Effectivement. Donc là, après, typiquement, quand on isole par l'extérieur, vous allez parfois avoir des densités beaucoup plus importantes, hein. On va parler de 100 à 120 kg par mètre cube dans certains cas. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'envisager l'intervention d'un architecte, notamment, hein, qui peut venir un petit peu regarder voilà, si les structures pourraient assumer ce type d'isolation. À 50 kg par mètre cube, vous n'avez pas ce type de problème. Donc là, ce qui avait été compliqué, ce que je disais tout à l'heure, c'était plutôt trouver l'artisan qui pose ce genre d'isolant. Il y en a beaucoup qui ont essayé de me décourager. Enfin, il ne faut pas hésiter à leur tenir tête et se renseigner peut-être un peu avant sur certains coefficients de déphasage, entre autres, enfin, le lambda. Je sais plus bien ce coefficient. Oui. Le lambda, ça va être la conductivité thermique. Oui, merci. Ça permet de calculer les épaisseurs et l'isolant nécessaire par rapport à la résistance thermique que l'on souhaite. Ça a été le point de vue, entre guillemets, dans la rénovation. Alors effectivement, peut-être pour préciser aussi pour nos auditeurs, hein, quand vous allez envisager les travaux d'isolation, les critères de performance qui vont être principalement regardés vont être la résistance thermique, symbolisée par un R majuscule sur les devis, hein, le coefficient de résistance thermique. Donc ça va principalement mesurer la résistance au froid. Donc, comme on l'évoquait depuis tout à l'heure, il va y avoir différents autres paramètres à prendre en compte quand vous isolez, donc le déphasage thermique par rapport au confort d'été, également la perméance des matériaux, est-ce qu'ils laissent ou pas transiter la vapeur d'eau. Typiquement, quand on isole les parois hautes, hein, qu'il s'agisse de planchers de fond perdu ou de rampants de toiture, il va être préférable toujours de privilégier des matériaux perméants. On va éviter tout ce qui est polystyrène, polyuréthane. Voilà. Ça va être différents critères à analyser. Et n'hésitez pas, donc, si vous avez des choix voilà, qui soient motivés par des considérations économiques, écologiques ou autres, à faire une demande aux artisans plutôt que de simplement attendre ce qui est proposé. Comme ça, vous pouvez aussi un peu comparer qui est capable de vous proposer quoi, dans quelles conditions, et de s'adapter également à vos demandes. Voilà, alors on va peut-être passer aussi, donc, je vois que vous êtes assez technicienne, Madame Busto, ça rend l'échange dynamique. Oui, je suis bien renseignée avant parce que je ne voulais pas me faire avoir. J'avais une idée précise de ce que je voulais, mais franchement, pour l'isolation, quand on voit certains artisans qui viennent pour un devis, qui vous disent non, on va mettre de la laine de verre, ça va être plus simple, et puis quand on leur parle de coefficient de déphasage, etc., ça les fait réfléchir à deux fois. Entre guillemets, ça évite peut-être de se faire rouler, de se faire avoir, quoi. Effectivement, après, c'est pas forcément se faire avoir, ça, tout dépend un petit peu des ambitions qu'on a, mais effectivement, c'est ce qu'on va retrouver le plus aisément chez les fournisseurs, tout ce qui va être laine de verre, laine de roche. Le marché français est comme ça, donc tout ce qui est matériaux biosourcés reste des secteurs un petit peu de niche. La plupart des artisans vont avant tout être formés avec ces matériaux plus traditionnels, donc voilà pourquoi on va vous les proposer dans bien des cas, mais là, typiquement, donc, le point suivant que je voulais aborder, c'était cette isolation de la salle de bain que vous avez réalisée par vous-même.
alors que vous vantez depuis tout à l'heure les mérites de la laine de bois, vous avez choisi de faire cette isolation en mousse de polyuréthane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes revenu là sur des matériaux plus synthétiques et si on regarde les bilans carbone, avec des bilans carbone bien moins neutres? Ouais, alors là, c'était pour rapport à l'humidité de la pièce. Avant de la refaire, il y avait eu des infiltrations sur le placo, enfin c'était surtout le placo qui était abîmé. Derrière, il y avait du polystyrène. Mais par rapport à ça, j'avais peur qu'il y ait des infiltrations sur de la fibre de bois et que ça pourrisse derrière et après devoir recommencer le travail, quoi. Donc c'est pour ça que je suis partie sur de la mousse polyuréthane qui, elle, ne craint pas l'humidité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'épaisseur, eh ben, j'avais un compromis à faire avec les tuyaux d'eau qu'on vend en bas à gauche pour les camoufler. Ça me permettait d'avoir une bonne épaisseur de mousse polyuréthane. Bon, c'est un isolant qui est quand même assez performant au niveau isolation. Je ne parle pas coefficient de déphasage, mais isolation, c'est assez performant aussi. C'est un de ceux qui nécessitent les plus fines épaisseurs hein, pour atteindre une certaine résistance thermique. Donc, c'est aussi quelque chose qui est souvent apprécié sur ces matériaux. C'est des travaux que vous avez envisagés avant tout pour des questions thermiques ou c'était à l'occasion d'un réaménagement de la pièce prévu par ailleurs que vous avez décidé d'isoler C'était un réaménagement de la pièce et puis le mur qui a été isolé était bien dégradé par l'humidité. Voilà. Donc, je préférais refaire l'isolation complètement, faire quelque chose de propre, on va dire. D'accord. Et vous avez pu traiter ces problématiques d'humidité avant de vous lancer dans les travaux d'isolation? Vous avez isolé pour limiter euh, le transfert d'humidité dans le mur ou est-ce que vous avez du coup traité ce problème d'humidité Alors, je par pense qu'il ailleurs? a été traité. Les problèmes d'humidité étaient, à mon avis, dus à des malfaçons de joints de carreaux-vêtements D'accord, qui simplement. étaient directement posés sur le placo, qui étaient fêlés par endroits, donc l'eau s'infiltre sans problème. Et le placo, derrière, à force d'infiltration, a fini par pourrir. D'accord. Donc là, j'espère avoir pris mes précautions pour avoir ce souci-là à l'avenir. Effectivement, tout simplement pour rappel pour nos auditeurs, avant d'isoler, puisque la plupart des matériaux isolants vont être très sensibles à l'eau sous forme liquide, c'est-à-dire qu'une fois mouillés, ils perdent complètement leurs caractéristiques isolantes. Donc, ça va être la quantité d'air en leur sein qui va assurer justement ces fonctions isolantes. Euh, il est toujours important de traiter les surfaces d'un point de vue humidité avant d'isoler. Donc là, typiquement, il y avait un lien direct entre la composition du mur et ce problème d'humidité. Vous avez parfois des problèmes qui sont plutôt liés à des remontées d'eau par capillarité, ce genre de choses. Là, c'est des problèmes à traiter par ailleurs avant de vous lancer dans des travaux d'isolation si vous ne voulez pas avoir à refaire votre isolation un an après l'avoir installée. J'avais une petite question également sur, du coup, vous avez évoqué les tuyaux là qu'on voit en bas de photo. Est-ce que ces travaux d'isolation ont nécessité de déporter certaines tuyauteries? Et si oui, quel a été le coût de ce déport? Alors non, c'est plutôt la réorganisation de la salle de bain qui m'a obligé à changer l'orientation des tuyaux, plus que l'isolation. L'isolation en elle ne demandait pas de déplacer des tuyaux. D'accord. Euh, Donc, vous n'avez pas isolé jusqu'au sol ou vous êtes descendu quand même non, jusqu'à... ça va jusqu'au sol et les tuyaux arrivent au ras de l'isolation. Ils sont D'accord. camouflés un peu dans C'est vérifié. l'isolation. Par-dessus cette isolation qu'on voit à gauche, j'ai recollé après des panneaux isolants étanches aussi. Donc les tuyaux sont pris entre deux couches de panneaux isolants. D'accord. Si on a bien pensé, oui. Et une petite dernière question peut-être sur ces questions d'isolation, et puis on va conclure d'ici peu. Est-ce que du coup, depuis que vous avez réalisé ces travaux d'isolation, vous avez pu constater une diminution de votre usage du chauffage, voir est-ce que vous avez pu chiffrer aussi les économies réalisées éventuellement? Alors j'ai du mal à chiffrer, parce qu'avec l'ensemble des travaux, comme je vous ai dit, avec le poêle entre autres, je peux complètement lâcher les regards. Donc, oui, mes factures ont baissé. Mais, vous dire quelle est la part d'isolation, la part du poêle, ça je suis incapable de le faire. Effectivement. Mais la facture globale a baissé. L'ordre d'idée, je n'ai même pas l'ordre d'idée en tête.
Non, mais ça a baissé. Et là, avec l'isolation de la salle de bain, je reviens aussi là-dessus, avec 10 cm de mousse polyuréthane, on le sent très bien l'hiver. La chaleur, elle reste dans la pièce. C'est assez remarquable par rapport à avant. C'est une pièce sur laquelle vous allumez le porte-serviette 10 minutes avant de prendre la douche et puis vous coupez et elle reste sans chauffage toute la journée, ou c'est une pièce qui bénéficie, comme vous l'évoquiez au début, de la chaleur du poêle au rez-de-chaussée? Alors, j'ai sa porte ouverte, elle est tempérée quand il y a le poêle, mais quand typiquement elle est tempérée, le poêle, bon, la nuit je me couche, je réalimente pas en bûche, la porte de la salle de bain est fermée, le matin on sent une différence de température entre la salle de bain et les autres pièces. C'est vraiment notable. Hein. Effectivement, les travaux d'isolation souvent permettent ces gains de confort. Et alors, du coup, puisque vous évoquez ne pas être rentré dans le décompte économique de ces gains énergétiques. Est-ce que vous pouvez nous dire si maintenant que vous avez un logement rénové, confortable, économe et écologique, est-ce que vous avez décidé de participer au défi énergique qu'organise l'Alexki, que j'évoquais en début de présentation? Ah, il faudrait, pour mobiliser mes enfants. Pour les sensibiliser. Non, il faudrait, ça serait sympa, je pense, à faire. Ouais, bon, c'est des choses en tout cas que vous pouvez faire tout à fait gratuitement. Et effectivement, c'est l'ancien nom de ce défi, c'était le défi famille et énergie positive. Donc, c'est des choses à faire en famille, avec les voisins. Voilà, c'est un petit concours. Donc, vous avez en plus un petit effet d'entraînement. Ça permet de croiser un petit peu les gens dans le même état d'esprit dans le quartier. Donc, c'est des choses qui sont souvent très appréciées. N'hésitez pas à vous y inscrire. Hein. Vous retrouverez toutes les informations concernant ces défis sur le site de l'Alexki, dont vous retrouverez le lien en fin de présentation. Alors, nous arrivons au bout de cette présentation. Merci beaucoup, Madame Bulto, pour tous ces éléments et puis voilà, pour cette discussion bien fournie, aussi bien du point de vue technique que des considérations d'ordre plus philosophique. En tout cas, un grand merci. Je vois pour l'instant qu'il n'y a pas de questions soulevées par la salle, alors n'hésitez pas, on va rester encore en ligne quelques minutes si vous aviez besoin de précisions complémentaires. Et puis, je ne sais pas si vous vouliez ajouter un mot, Madame Bulto. Je vois que dans les questions, je ne sais pas si vous les voyez ou pas, les questions, il y a une remarque, le diamètre de sortie conduit quoi à la bûche. Dans le chat, là, je vois ça. Alors, attendez, je vais reprendre du 13 cm. Je vais prendre la question. D'accord, oui, effectivement. 13 cm sur le... Oui, effectivement, j'avais invité à passer par le question-réponse. Voilà, donc... Alors là, j'ai deux questions qui viennent d'arriver. Quelle consommation en stère de bois pour le poêle? J'imagine qu'on parle de consommation annuelle. Je passe, je suis en dessous des 5 stères par an, par hiver, sachant que j'utilise le poêle 3 jours par semaine, le week-end et le mercredi, quand je suis à la maison. J'ai pas le temps le reste du temps. Donc un peu moins de 5 stères. J'emploie un peu moins 4, un truc cassé peut-être. D'accord, merci. Alors, on a une deuxième question sur le poêle. Quelle est la marque de ce poêle? Leda. C'est marqué le mango. Très bien. Alors, on avait également une autre question. Donc là, c'est plus une redite. Hein. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le coût des travaux lot par lot, s'il vous plaît? Oui. Alors, le saisie, c'était autour de 6 KE, le poêle 5, l'isolation des rampants 10 KE, les fenêtres 7 KE et les fenêtres de toit 6 KE. Et 100 € pour l'isolation de la salle de bain, de la salle de bain. Un grand merci. Alors, on avait également du coup, alors une petite précision, là, effectivement, plus de contexte. Est-ce que quelle est votre surface habitable? Donc, je pense que c'est directement lié à la question de la consommation de bois du poêle. En Carrez, je suis à 105 ou 103, quelque chose comme ça. Et après, en surface réelle, par rapport au compte, je suis plutôt autour des 120. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors là, on a une autre question.
est-ce que vous pourriez nous indiquer le nom du couvreur charpentier pour l'isolation de toiture auquel vous avez recouru? C'était l'entreprise BIS Rénovation. Un grand merci. Et du côté de Poissy. Merci pour ces précisions. On a une autre question du coup sur le nombre de fenêtres que vous avez pu remplacer. Là, je pense lié également à la question du coût des travaux. Il y a 7 fenêtres au total, enfin fenêtre porte-fenêtre. Voilà. Puis après, elles ont toutes des dimensions différentes. Celle de la salle de bain est petite, la porte-fenêtre qu'on voyait en photo, elle est en alu, elle est assez grande. Donc, bon, elle n'avait pas toutes le même prix. Si c'est pour faire le lien. Mais il y a 7 fenêtres au total, hors fenêtre de toit. Oh, merci. Alors là, je vois qu'on a fait le tour de cette première volée de questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans l'assistance. Je n'en ai plus d'autres. Bon. En tout cas, voilà, on va voir s'il y a quelques questions qui arrivent encore là dans le... Ah, on a une question sur la marque des fenêtres, du coup, également. Là, j'ai pris... Alors, la marque des fenêtres, c'est... Mince, j'ai oublié le nom. Attendez, je dois avoir ça la menuiserie, ouais, alors c'est menuiserie Roi de GIF qui a fait la pause. J'ai zappé le nom. C'est fait en Loire-Atlantique. Ah bah là, je suis désolée. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Alors attendez, je vais peut-être couper le partage d'écran. Je pense avoir l'information. Si vous allez sur leur site, ils ne fonctionnent qu'avec un fournisseur. Donc, vous avez 2 secondes, je vais voir. Je suis à côté. Bon, si vous avez les factures sous la main, ça renseignera. Ce sont les fenêtres Jeannot. Alors, j'avais également une autre question sur les coordonnées de l'artisan pour le poêle. Alors là, bon, je ne sais pas si vous en disposez toujours. C'était Bois-Bûche Chauffage ou un nom comme ça. Je ne sais pas s'ils sont recommandables ou pas, en fait. Après, ça dépend le feeling, voilà. Bon, en tout cas, si vous cherchez des artisans pour l'installation de poêle à bois, vous pouvez toujours vous rendre sur le site www.faire comme le verbe.gouv.fr et vous avez donc dès la page d'accueil une rubrique trouver un professionnel où vous pouvez rechercher pour un code postal dans un rayon de 5 ou 20 km les artisans qui proposent avec des travaux éligibles aux aides, tous les différents types de prestations liées à la rénovation énergétique. Donc, vous avez une rubrique pour les poêles à bûches, pour les poêles à granulés. Voilà. Vous allez avoir toutes ces déclinaisons qui vous permettent de recharger des artisans qualifiés qui le proposent aux abords de chez vous. Alors, on a une question également. Ah oui, donc on nous demande quelle était l'association qui fait du prêt d'outils Attrape. Alors, vous avez donc cette association, c'est les Compagnons Bâtisseurs, donc une association qui fait de l'auto-réhabilitation accompagnée. Ça s'échelonne sur plusieurs niveaux. Vous avez comme prestation de base du prêt d'outils. Vous avez également donc, la possibilité, quand vous êtes sur des projets de travaux plus importants, d'être accompagné par un professionnel qui ne sera pas sur le chantier l'intégralité du temps, mais qui va plutôt assurer un suivi, des recommandations techniques, etc. En fait, une formation sur chantier aussi de vous-même qui allez réaliser les travaux. Et le cas échéant, si besoin s'en fait sentir, de bénévoles qui vont pouvoir être mobilisés pour vous accompagner aussi sur ces projets de travaux. Donc, s'il y a des bricoleurs parmi vous qui aimaient, sur leur temps libre, donner des coups de main, il y a souvent aussi une dimension sociale dans ces projets-là, à vos voisins, n'hésitez pas à vous rapprocher des compagnons bâtisseurs, vous pourrez avoir des choses de ce type-là. Et puis, il existe également toute une dynamique qui est quand même assez bien identifiée sur les Yvelines. Autour des chantiers participatifs, vous avez notamment des sites comme Twiza qui vont recenser en fait des personnes qui cherchent à avoir comme ça des coups de main bénévoles sur leur chantier. Vous avez des chantiers qui sont très, très classiques, vous avez des chantiers plus expérimentaux avec de la construction pareil, avec ce genre de choses.
C'est des sites qui permettent également à des particuliers de se grouper, de se constituer en groupement de travaux pour voilà, acheter des matériaux à des prix plus intéressants. Donc, n'hésitez pas, du côté de l'autoconstruction, il y a des solutions aussi. Oui, donc le nom, c'est bien Twiza pour finir de répondre à votre question. TWIZA. Il y avait une question sur les aides, je suppose que c'est les aides financières un peu au-dessus. Alors, que je reprenne. Oui, effectivement, j'ai fermé l'onglet discussion. Alors. En fait, j'ai sollicité Solia qui est allé chercher des aides. Donc, il y en avait de l'ANA. Il y en a. Il y a le département. Il y a le département. Il y a la communauté d'agglo de Saint-Quentin en Yvelines. Et il y avait ma commune aussi, je crois. Donc, simplement pour préciser sur ce volet, le dispositif d'aide financière que Mme Bulto a sollicité s'appelle Habiter mieux sérénité. Donc, c'est un dispositif qui est proposé par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas proposé à tous les propriétaires, mais seulement aux catégories de revenus les plus modestes. Mais ça englobe quand même pas mal de monde. Et vous avez donc l'obligation de réaliser des travaux de façon globale. On va vous demander de préparer un projet de travaux qui atteint de mémoire 30 ou 35% d'économie d'énergie minimum. Vous avez une bonification des aides si vous atteignez les 55% d'économie d'énergie. Et donc voilà, après on va vous demander d'aller sélectionner les entreprises pour réaliser les travaux. Par contre, vous allez avoir quelqu'un de l'opérateur désigné par l'ANA pour gérer ce dispositif sur le département, qui va être en charge de votre dossier, qui, à la différence du service public FAIRE que nous tenons à la LEC, va se déplacer chez vous pour vous faire un état des lieux et vous proposer des interventions qui vous permettent de réaliser tant de pourcentage d'économie d'énergie. À l'issue de cet état des lieux, du coup, vous sélectionnez les postes qui vous intéressent pour réaliser votre projet. Pendant que vous sélectionnez les artisans, l'opérateur donc là, de Citémétrie actuellement sur le sud d'Yvelines va aller mobiliser les aides nationales, départementales, locales, mobilisables dans le cadre de votre projet. Vous avez d'ailleurs souvent sur ces aides une incitation à aller vers tout ce qui est solutions écologiques, etc. Donc, par exemple, en termes d'isolation, au niveau du département, vous allez avoir une prime de 30 € du mètre carré pour une isolation faite en matériaux biosourcés par rapport à une isolation qui ne le serait pas, pour un surcoût en termes de matériaux qui est souvent plutôt de l'ordre de 7 € du mètre carré entre de la fibre de bois et de la laine de verre. Donc, vous pouvez avoir des choses assez intéressantes comme ça qui sont là pour vous inciter en fait à faire des travaux qui soient aussi bien performants d'un point de vue thermique que responsables d'un point de vue écologique. Et à cela s'ajoute aussi les aides au niveau des impôts. Que vous déclarez avec vos déclarations de revenus les travaux que vous pouvez faire pour la transition énergétique. Et vous avez également la possibilité de mobiliser des éco-prêts à taux zéro pour mobiliser le reste à charge qui est de l'ordre de 10% du coût total des travaux pour les revenus les plus modestes, plutôt 25% du coût total des travaux pour les revenus un peu plus élevés, dans le cadre de ce dispositif Habiter mieux sérénité. Vous pouvez en plus, pour payer ce reste à charge, mobiliser des éco-prêts à taux zéro. Là, vous bénéficiez également d'une TVA à 5,5% sur tous les travaux de rénovation énergétique, par distinction de la TVA à 10% sur les travaux de rénovation tout court. Donc voilà, il existe différentes solutions de financement qu'on pourra vous détailler plus en détail si vous venez en rendez-vous dans notre espace conseil FAIRE à Montigny-le-Bretonneux. On fait également désormais des rendez-vous soit par téléphone, soit par visioconférence aussi. Voilà, on a pris l'habitude de travailler comme ça avec le Covid et ça peut vous éviter de vous déplacer pour avoir accès à ces informations. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose tant qu'on est encore sur les aides, Madame Bulto, à ajouter aussi sur votre ressenti sur l'accompagnement que vous a proposé Solia, sur les différentes étapes, sur peut-être les étapes qui ont pris plus de temps que d'autres, s'il y a des étapes que vous auriez fait dans un ordre différent, avec du recul, maintenant que les travaux ont été réalisés. Si les enveloppes de travaux également, les enveloppes d'aide qui vous ont été allouées
dû être toutes dépensées dans l'année ou si vous avez pu obtenir des prolongations pour réaliser les travaux à plus long Dans terme. l'ensemble, c'est bien enchaîné. Alors l'aide, elle a été superbe. Je ne sais pas si toutes les personnes sont comme celles avec qui j'étais en contact chez Solia, mais c'est quelqu'un qui vous prend par la main, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis sentie assistée. Qui répond à toutes les questions très rapidement. Après, j'avais fait faire des devis un peu en avance de phase, mais ça ne posait pas de problème. Donc une fois que j'avais comme vous disiez, c'est un package de travaux. Donc une fois que j'avais eu le diagnostic disant voilà, il faut faire ça, on vous propose de faire ça, 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 ça. J'avais déjà les devis par rapport à mes choix, ce qui permettait d'aller un peu plus vite. Ça s'est tout bien enchaîné, il n'y a pas eu de devis particulier. Et pour l'aide aussi, par rapport à ça, on peut demander une avance pour financer les travaux aussi, ce qui n'est pas négligeable. Une avance des aides. Ce qui permet ça aide à financer les travaux. Et sur ça, c'est une précision très importante. Oui, merci de l'avoir faite. Donc, quand vous ne passez pas par ce dispositif de rénovation globale au travers d'Habiter Mieux Sérénité, vous allez avoir la possibilité de cumuler principalement 2 primes pour réduire le reste à charge de vos travaux de rénovation énergétique. Ça va être d'un côté la prime publique, ma prime rénov', de l'autre côté des primes proposées par des acteurs du privé sur le principe du pollueur-payeur, les primes C2E. Simplement, en général, ces primes sont des primes qui sont accordées a posteriori, quand vous allez communiquer les factures aux organismes avec lesquels vous avez contractualisé pour obtenir des primes. Vous allez communiquer les factures après travaux et c'est environ sous 15 jours après la communication de ces factures que vous obtiendrez les paiements. Là, avec le dispositif Habiter Mieux, vous pouvez obtenir des avances. C'est souvent quelque chose qui va être apprécié également. Alors là, on a juste une petite remarque plus qu'une question de Monsieur Lossa dans l'audience qui nous dit que pour info, en ce moment, il y a des difficultés importantes sur l'approvisionnement des matériaux et puis qu'on constate également une hausse de 20% ce mois-ci des prix sur les laines de bois. Voilà, qui souhaite bon courage à tout le monde pour les futurs projets. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans l'assistance. On va pouvoir clôturer ce webinaire. En tout cas, un grand merci, Madame Bulto, vraiment pour tous ces éclairages. Je pense qu'on a pu balayer aussi bien les aspects techniques que financiers. Alors là, on a encore une dernière question quand même sur l'aide de Solia est-elle conditionnée est conditionnée au revenu a priori. Quels sont les autres organismes cas échéant? Alors ça, je vais peut-être pouvoir répondre à votre place là-dessus. Donc, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui propose cette aide à Habiter Mieux Sérénité, va fixer un opérateur unique par territoire couvert. Donc, sur le Sud-Yvelines, c'était auparavant Solia. Depuis 2020, c'est Citémétrie, qui sont basés à Versailles, qui vont proposer cette aide. Voilà. Si vous voulez contacter Citémétrie, hein, vous pouvez soit taper leur direction sur Internet, CITEMITRIE. Voilà, soit passer par nous, on vous redonnera les contacts. Et puis, sachez simplement qu'il faut, avant de les contacter, s'inscrire sur monprojet.anh.gouv.fr. Voilà, il faut s'inscrire avant de les contacter pour bien être dans la liste de demandes auxquelles ils sont amenés à répondre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Roy, sinon n'hésitez pas à compléter votre question. Bon, sinon je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire et vous libérer, Madame Bulto, mais encore une fois un grand merci. Et puis donc aussi j'ai entendu tout à l'heure vous évoquiez le forum Habitat. Donc aujourd'hui ce forum Habitat s'appelle le salon de la rénovation énergétique. Il a toujours lieu. Hein. Prochaine date sera le dimanche 10 octobre prochain, salle des anciennes écuries à Noisy-le-Roi. Voilà, côté de Versailles Grand Parc. Donc, on quitte le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse pour cette année. Et ce sera le mot de la fin, du coup. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis on vous dit à bientôt pour nos prochains événements. N'hésitez pas à vous abonner
à vous abonner à notre newsletter si vous souhaitez avoir un petit peu d'informations sur les différents événements qu'on va pouvoir organiser. N'hésitez pas également à nous contacter si vous voulez creuser vos projets de rénovation. Et puis, voilà, on pourra toujours être amené à se recroiser. Les conseils sont toujours gratuits, neutres et indépendants. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.